Mon mari m'a abandonné sous une pluie glaciale pour sa secrétaire. J'ai fui à San Diego. Le soir, à un dîner, le PDG que tout voulait impressionner a demandé « Pourquoi ma fille n'est-elle pas encore là ?» Le jour de notre 3e anniversaire de mariage, lorsque mon mari m'a jeté de sa voiture pour sa secrétaire, je portais des talons de 7,5 cm. Mes genoux ont claqué violemment contre l'asphalte mouillé près de l'entrée de McCormack Place à Chicago. La pluie glaciale a instantanément trempé ma jupe, et les feux arrière de sa Mercedes Maybach noire ont laissé 2 traînées rouges vives dans la nuit orageuse avant de tourner le coin et de disparaître. Par la portière passager qui ne s'était pas complètement refermée, j'avais entendu sa voix, mièvre et douce comme du caramel fondu. « Jean-Luc, ta femme ne sera pas fâchée, n'est-ce pas ? J'ai juste un petit vertige, vraiment. » La porte s'est refermée juste devant moi. Je suis resté agenouillé sur le sol. Mes jambes étaient engourdies par la douleur. Le vent glacial mordait l'encolure de ma robe, me glaçant jusqu'aux os. L'eau coulait sur mes cheveux. Mon manteau de laine était toujours sur la banquette arrière, épinglé sous le sac à main de marque de cette secrétaire comme un chiffon jeté. Un voiturier du centre de convention a couru vers moi, me protégeant avec un parapluie, et m'a regardé avec inquiétude. « Madame, dois-je vous appeler un taxi ?» J'ai secoué la tête et j'ai sorti mon téléphone avec des doigts gelés et tremblants. Lorsque l'écran s'est allumé, j'ai vu 3 nouveaux messages. Le premier venait de mon assistante personnelle. Il confirmait que mon vol de 23 heures pour San Diego était réservé, un siège côté fenêtre en première classe avec une voiture de location et un hôtel en bord de mer déjà sécurisé. Elle a également ajouté « Vos bagages emballés sont avec mon chauffeur. Il vous rencontrera aux déposes minutes du terminal 3. » Le deuxième message venait de Béatrice, la femme même qui, une minute plus tôt, était assise sur le siège passager avec un doux sourire, me demandant de lui faire de la place. Son texte n'était qu'une ligne avec un emoji d'excuse. « Chérie, tu es bien rentrée ? Il fait un froid de canard dehors. Fais attention à ne pas attraper froid. Au fait, Monsieur Beaumont a dit qu'il serait retenu très tard ce soir et m'a demandé de l'accompagner à un dîner important. Ne m'attends pas. » Le troisième message venait de Jean-Luc Beaumont. Juste 4 mots, aboyés comme un ordre militaire. Texte quand tu es rentré. J'ai regardé ces 3 messages et les coins de ma bouche se sont lentement relevés. Au cours de ces 3 années, le texte qu'il m'envoyait dépassait rarement 10 mots. C'était toujours « Ne rentre pas ce soir » ou « Réserve-moi un vol ». Parfois, il ajoutait « Ne m'attends pas ». Même sa ponctuation suintait le dédain. Les messages de Béatrice, en revanche, étaient toujours parsemés de smileys. Toujours dégoulinant de ce ton condescendant de jeune fille innocente, arrivant au bon moment comme un couteau émoussé coupant lentement mais profondément. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé un numéro enregistré sous une seule lettre. Il a sonné 2 fois avant d'être décroché. En arrière-plan, il y avait un rugissement assourdissant de couverts qui s'entrechoquaient, de rires polis et le murmure de toast provenant du haut-parleur. Je connaissais trop bien cette voix. C'était mon père, Étienne Dubois. Charlotte. Sa voix a baissé d'un ton, surpris. Où es-tu ? J'enverrai quelqu'un te rencontrer à l'entrée. Papa, je ne viens pas. Un silence a plané sur la ligne. Le bruit du banquet s'est estompé. Il s'était probablement éloigné de la table. Que s'est-il passé ? Jean-Luc m'a jeté de la voiture. Ma voix sonnait si calme que cela me paraissait étrange à moi-même. Il a emmené Béatrice au dîner de gala à la place. Je suis devant McCormack Place et mon manteau est toujours dans sa voiture. Le silence a duré environ 3 secondes. Je connais mon père. Quand il se tait, ce n'est pas par hésitation, mais parce qu'il embouteille une rage volcanique absolue. Il t'a jeté de la voiture ? La voix d'Étienne Dubois est devenue creuse comme un lointain roulement de tonnerre. Je pouvais presque voir son expression à ce moment-là. Les sourcils froncés. Les rides autour de sa bouche sculptées comme des cicatrices de couteau. La main tenant son verre de scotch tremblant probablement. Il ne sait pas qui tu es. Il n'a jamais su. Depuis le jour, il y a 3 ans, où j'ai insisté pour cacher mon identité afin d'épouser Jean-Luc, toute sa famille élargie pensait que j'étais une orpheline sans relation, sans soutien, sans fonds fiduciaire et sans influence. Même le mariage lui-même avait été une formalité précipitée à la mairie sans réception appropriée. La mère de Jean-Luc, Marguerite Beaumont,
m'avait regardé ce jour-là de son fauteuil comme si j'étais un cafard qui avait rampé sur sa table à manger. Notre Jean-Luc t'épouse est un énorme pas en avant dans le monde pour une fille comme toi. Tels furent ses mots exacts. Au cours de ces 3 années, j'avais entendu des variations de cela d'innombrables fois. Chaque fois que Jean-Luc allait à un dîner d'affaires et ne rentrait pas, elle disait que je manquais de pédigré pour me tenir aux côtés d'un homme qui réussit. Chaque fois que Béatrice obtenait une augmentation et une promotion dans l'entreprise, elle disait que cette secrétaire était vraiment compétente tandis que j'étais juste une croqueuse de diamants vivant au crochet de son fils. Et du début à la fin, Jean-Luc n'a jamais dit un seul mot pour me défendre. Non pas parce qu'il ne l'entendait pas, mais parce qu'il s'en fichait tout simplement. Très bien. La voix de mon père est revenue à travers le téléphone avec un calme terrifiant. Très bien, papa. Ce soir au gala des partenaires. Démantèle-le, pièce par pièce. J'ai fixé mon ombre allongée sous le lampadaire, la pluie dégoulinant toujours de mes cheveux. Négocie exactement comme il mérite d'être négocié. Tu sais parfaitement comment l'entreprise de Jean-Luc en est arrivée là aujourd'hui. Et je le savais aussi. Chaque cycle de financement que Caldwell Construction avait reçu au cours des 3 dernières années. Chaque client majeur, chaque invitation à des sommets industriels exclusifs, tout cela avait été secrètement orchestré par moi. Jean-Luc pensait qu'il était un génie chanceux avec un talent exceptionnel. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que les miracles qui tombaient dans son giron étaient en fait fabriqués par quelqu'un opérant dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Étienne. « J'ai un billet. Je prends l'avion ce soir pour San Diego. » J'ai jeté un coup d'œil à mes informations de vol. J'ai besoin d'air frais et je vais rendre visite à Tante Marthe. Tante Marthe était la meilleure amie de ma défunte mère. Elle vivait sur la côte sud de la Californie depuis près de 20 ans. Quand j'étais petite fille, elle s'était occupée de moi comme de sa propre fille. Marché conclu. Le ton de mon père s'est finalement un peu adouci. Appelle-moi quand tu atterris, et ne t'inquiète pas pour ce qui se passe ici. J'ai fait une pause et j'ai baissé la voix. Elle est devenue aussi douce qu'une plume se posant sur le fil d'une épée. Papa, ne le laisse pas tomber trop vite. Je veux qu'il me rende tout ce qu'il me doit, pièce par pièce, avec intérêt. Après avoir raccroché, je suis resté à l'entrée du complexe, regardant les néons aveuglants percer la nuit. De grandes lettres dorées indiquaient « Gala annuel des partenaires de Sinclair Holdings ». Sinclair Holdings était l'empire commercial de mon père. Jean-Luc et Béatrice étaient sûrement déjà entrés dans la salle de bal. Elle était probablement au bras de mon mari, tenant une flûte de champagne, se pavanant au plus grand événement d'affaires de Chicago. Elle pensait probablement qu'elle était la gagnante ultime. Elle pensait qu'elle avait joué la main gagnante. Elle pensait qu'elle avait enfin évincé l'inutile croqueuse de diamants. J'ai sorti ma confirmation de réservation de mon sac et j'ai vérifié l'heure. 4 heures avant le départ. Amplement le temps. Le voiturier m'a aidé à héler un taxi. Je me suis installé sur la banquette arrière et j'ai demandé au chauffeur de me conduire à O'Hare. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai ouvert la galerie de mon téléphone, j'ai fait une capture d'écran du moment exact où les feux arrière de la Maybach se sont dissous dans la nuit pluvieuse, et je l'ai envoyé à mon père avec un mot, souviens-toi. Puis j'ai mis mon téléphone en mode avion, je me suis adossé au siège et j'ai fermé les yeux. Les lumières de l'autoroute défilaient une par une. La nuit était aussi sombre qu'une toile noire sans fin. La radio du taxi diffusait une émission de fin de soirée sur les secrets des relations. L'animateur lisait les lettres des auditeurs d'une voix lente et apaisante. Dans mon esprit, j'ai commencé à faire le décompte. 3 ans, 1095 jours. Chaque nuit de solitude, chaque humiliation publique, chaque mot venimeux craché par ma belle-mère, chaque texte provocateur de Béatrice avec ses petits smilets, tout était comptabilisé. Je n'avais pas oublié le moindre détail. Le taxi s'est engagé sur l'autoroute vers l'aéroport. Au loin, le terminal brillait dans la nuit d'une lumière blanche froide, comme une île massive attendant le décollage. J'ai posé ma tête contre la vitre et je me suis souvenu d'une nuit tout aussi glaciale, il y a 3 ans. Je venais de rentrer de mes études à l'étranger. Mon père m'avait demandé ce que je voulais faire de ma vie. Je lui avais dit que je voulais me marier. Marier à un homme que j'aimais et vivre une vie ordinaire. Étienne Dubois était resté silencieux pendant un long moment avant de finalement dire « Ta mère nous a quittés très tôt. Je t'ai élevé seul et j'ai toujours craint de te gâter.
Tu as dit que tu voulais être indépendante et ne compter que sur toi-même et je t'ai donné cette liberté. Mais je dois te dire une chose clairement. Dans ce monde, tout le monde ne mérite pas que tu baisses la tête devant lui. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi à l'époque. Quand j'ai rencontré Jean-Luc Beaumont, il n'était qu'un cadre moyen dans une entreprise de matériaux de construction, conduisant une berline délabrée et vivant dans un appartement exigu et froid à Cicéro, où la chambre n'avait même pas de rideau. Il était beau, avec des traits acérés, et quand il parlait, sa voix était grave, comme un archet de violoncelle traçant lentement les cordes. La première fois qu'il m'a emmené dîner, nous sommes allés dans un restaurant miteux ouvert 24h24, caché dans une rue latérale. Il a commandé 2 menus burgers bon marché. L'addition s'élevait à $15. Quand il a fallu payer, il a sorti un billet de 10, quelques billets de $1 froissés et une poignée de pièces de monnaie de son portefeuille, comptant le tout 2 fois avant de le remettre à la serveuse. Assise en face de lui, le regardant lisser soigneusement ses billets froissés, mon cœur s'est soudainement adouci. J'ai pensé, cet homme est pauvre, mais il est travailleur et méticuleux. Plus tard, j'apprendrai que cette méticulosité ne s'appliquait qu'à son argent. Après notre mariage, la phrase qu'il me répétait le plus souvent était « Ne m'attends pas ». Le soir de nos noces, il m'a dit qu'une urgence professionnelle était survenue et m'a envoyé au lit. Je suis resté seul, assise sur un matelas queen size. La lampe bon marché qu'il avait achetée émettait une lumière pâle et maladive qui donnait à la pièce l'allure d'une salle d'hôpital. Je l'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. Quand il est enfin rentré, il sentait l'alcool et il y avait une trace de parfum inconnu sur son col. Il a dit que c'était un cadeau d'un client et je l'ai cru. L'année suivante, sa nouvelle entreprise a inexplicablement commencé à décrocher d'énormes contrats. Un projet immobilier que personne d'autre ne pouvait obtenir les a soudainement appelés de nulle part pour offrir un partenariat. Des investissements providentiels sont apparus de nulle part sur son compte bancaire sans aucun audit préliminaire. Des invitations aux sommets industriels les plus importants sont tombées du ciel. Même si son entreprise n'était même pas dans le top 50, il pensait que sa chance avait tourné. Il croyait que c'était le fruit de son génie exceptionnel. Même lors d'un dîner d'entreprise, il a levé son verre et a dit que ce succès était dû à leur sueur et à leurs larmes collectives. J'étais assise à l'arrière de la pièce avec une tasse de café froid que sa secrétaire Béatrice m'avait versée, gardant un sourire impeccable et ne disant rien car tous ces contrats avaient été arrangés par moi en utilisant les ressources de Sinclair Holdings. Ces investissements étaient garantis par le fonds fiduciaire que ma mère m'avait laissé et cette invitation au sommet avait été obtenue par mon père qui avait personnellement appelé les organisateurs. Jean-Luc ne savait rien de tout cela. Il savait seulement que je venais d'une famille insignifiante, que je n'avais pas apporté de fonds fiduciaires au mariage et que j'étais juste une parasite. La 3e année, cette même année, Béatrice est officiellement entrée dans sa vie. Non, elle n'y est pas entrée. Elle l'a envahie. Au début, elle n'était qu'une assistante administrative au visage doux et inoffensif. Sa voix avait toujours ce ton plaintif et exigeant. Quand elle m'appelait, elle étirait les fins de ses mots comme un petit crochet, griffant le cœur, provoquant une démangeaison qui finissait par se transformer en véritable douleur. Quand a-t-il commencé à changer? Probablement le jour où ma belle-mère a invité Béatrice chez nous pour le déjeuner. Marguerite Beaumont, une femme qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, mais qui se considérait comme la personne la plus sage du monde, a jeté un coup d'œil à Béatrice et a dit « Oh, quelle charmante jeune fille !» Tellement mieux que ce à quoi nous sommes habitués. Béatrice a rougi, a baissé la tête et a dit doucement « Madame Beaumont, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Charlotte est une très bonne personne. » Mais en disant cela, ses yeux étaient fixés sur le portrait de famille accroché au mur derrière moi. Sur cette photo, je me tenais au bord avec un sourire clairement forcé. Peu de temps après, Béatrice a commencé à prendre la voiture de Jean-Luc pour aller et revenir du travail parce que c'était sur son chemin. Puis, elle a commencé à apparaître commodément à chacun des dîners d'affaires de mon mari. Enfin, sous le prétexte que M. Beaumont lui avait demandé d'organiser des dossiers, elle restait dans son bureau tard dans la nuit. Et chaque fois que j'essayais d'en parler, ma belle-mère roulait des yeux et me lançait son ton glacial, « Cette fille fait le travail de votre mari pour lui pendant que vous restez à la maison toute la journée sans rien apporter, profitant du succès de notre famille. Vous n'avez aucun droit de vous plaindre. » Je n'ai rien dit. Non pas parce que je n'osais pas, mais parce que j'attendais le moment parfait pour recouvrer la dette de ces 3 années avec tous les intérêts accumulés. Et cette nuit, ce moment parfait était arrivé. Le taxi s'est arrêté au terminal d'OHARE.
Une fine bruine glaciale a recommencé à tomber du ciel. J'ai ouvert la porte et le vent glacial et enneigé m'a giflé, transperçant ma robe fine et me glaçant jusqu'aux os. Soudain, je me suis souvenu d'autre chose. Le jour de mon mariage, il y a 3 ans, il neigeait à Chicago. J'avais attendu Jean-Luc devant la mairie dans ma robe de mariée pendant 40 minutes. La neige s'était accumulée dans mes cheveux. Mes talons se tenaient sur le béton gelé et mes orteils étaient complètement engourdis. Quand il est enfin arrivé, ses premiers mots n'ont pas été des excuses, mais plutôt, il y a eu un problème au travail. Pourquoi n'as-tu pas attendu à l'intérieur? Cette phrase était gravée dans ma mémoire depuis 3 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé à quel point la situation était pathétique. Dans le scénario de sa vie, je n'étais jamais la personne pour qui il fallait se dépêcher. J'ai traîné ma valise dans le terminal, passé la sécurité et suis entré dans le salon de première classe. J'ai commandé un café noir chaud. Quand il est arrivé, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Ce n'était pas Jean-Luc. C'était Béatrice. Elle m'a envoyé une photo. Sur la photo, il y avait une immense table ronde remplie de plats gastronomiques. Jean-Luc était assis près de la place d'honneur, un verre de vin à la main, en pleine conversation avec quelqu'un. Dans un coin de la photo, la main de Béatrice reposait sur la coudoir de la chaise de Jean-Luc. Ses doigts, apparemment par accident, effleuraient le revers de sa veste de costume. Le texte disait « Chérie, le dîner de ce soir est juste spectaculaire. C'est dommage que tu ne sois pas là. » J'ai regardé la photo et j'ai pris une gorgée de mon café. Il était terriblement amer, mais mon âme était complètement en paix. J'ai ouvert ma conversation avec mon père et j'ai envoyé un message. « Papa, je suis à la porte. Tu peux commencer. » 3 secondes plus tard, mon père a répondu par un seul mot. « Fait. » J'ai posé mon téléphone face contre table, je me suis appuyé sur le fauteuil en cuir moelleux et j'ai fermé les yeux. Le salon était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du système de CVC. De temps en temps, la voix mécanique d'un agent de porte annonçait les heures d'embarquement. Au-delà de la vitre, les lumières de la piste s'étiraient dans l'obscurité comme 2 lignes dorées brisées. Un avion a roulé sur la piste, le rugissement de ses moteurs étouffé par l'épaisse vitre. Je me suis souvenu des derniers mots que ma mère m'avait dit. J'avais 12 ans cette année-là. Maman était allongée sur un lit d'hôpital, réduite à n'être que des os. Mais quand elle m'a serré la main, elle possédait une force étonnante. Elle a dit, « Charlotte, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'épouser ton père, mais mon plus grand regret dans la vie est aussi de l'avoir épousé. » Je ne l'ai pas compris à l'époque. Elle a souri et a ajouté, « Si tu épouses la bonne personne, tu n'auras jamais à grandir. Si tu choisis la mauvaise, tu seras forcé d'apprendre tout du jour au lendemain. J'espère que tu n'auras jamais à apprendre ces choses. Mais si jamais cela arrive, n'aie pas peur. Tu as le sang des Dubois dans tes veines. Tu as la brillante capacité de surmonter n'importe quoi. » Il m'a fallu 12 ans pour vraiment comprendre ces mots. À 23 heures, l'avion a décollé à l'heure prévue. La cabine de première classe était incroyablement spacieuse. Une hôtesse de l'air m'a apporté une serviette chaude et un verre de champagne. Tenant la flûte, j'ai regardé par la fenêtre la ville illuminée s'éloigner derrière nous jusqu'à ce qu'elle se transforme en une tache de lumière floue. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment exact où mon avion quittait le sol, un véritable ouragan s'abattait sur le banquet de Sinclair Holdings. Quand Jean-Luc et Béatrice étaient entrés dans l'immense salle de bal dorée. La lumière des lustres en cristal se répandait du plafond, illuminant une mer de toasts et de tenues de créateurs. Il y avait une douzaine de grandes tables rondes, chacune drapée de linge de table doré foncé et ornée de centres de table floraux frais expédiés spécialement pour l'événement. La table principale était située à l'arrière, près des grandes baies vitrées. Elle était flanquée de 2 rangées de personnel de sécurité en costume sombre. Béatrice marchait bras dessus bras dessous avec Jean-Luc. Ses lèvres s'entrouvraient légèrement alors qu'elle scrutait la pièce de gauche à droite. Ses pupilles étaient dilatées. Elle avait travaillé comme secrétaire de Jean-Luc pendant 2 ans et l'avait accompagné à de nombreux dîners. Mais un événement du calibre de Sinclair Holdings était entièrement nouveau pour elle. Juste ce soir, les PDG de 3 sociétés cotées en bourse, 2 vice-présidents de la Chambre de commerce et plusieurs personnalités qu'elle n'avait vues que sur les couvertures de Forbes et du Wall Street Journal étaient présents. Jean-Luc, Béatrice baissa la voix, utilisant ce ton haletant caractéristique. « Où est notre table ?
Jean-Luc vérifia l'invitation numérique sur son téléphone. Table 7 au milieu. Pas mal. Compte tenu de la taille de Caldwell Construction, obtenir une place ici était un exploit monumental. Il savait à quel point il avait été brutalement difficile d'obtenir cette invitation. Un huissier les conduisit à la table 7. Les talons rouges de Béatrice claquaient à un rythme léger et triomphant sur le sol de marbre. Elle avait méticuleusement choisi sa tenue, une robe bordeaux moulante et des chaussures neuves. Elle ne voulait pas être trop flashy et éclipser les autres, mais elle voulait être suffisamment frappante pour que tout le monde se souvienne d'elle. À la table 7 étaient assis plusieurs pairs de l'industrie que Jean-Luc reconnaissait. Ils échangèrent des salutations et des cartes de visite dans une atmosphère polie mais réservée. Prenant sa place, Jean-Luc jeta inévitablement son regard vers la table d'honneur. Il y avait 7 ou 8 personnes assises là, mais la chaise centrale était vide. Étienne Dubois n'était pas encore arrivé. Béatrice se pencha pour lui verser de l'eau. Ses mouvements étaient si bien rodés qu'il semblait qu'elle l'avait fait 1000 fois. Ses doigts glissèrent sur le dos de sa main. « Jean-Luc, murmura-t-elle. Tu veux que je t'accompagne plus tard pour trinquer à Monsieur Dubois ?» Il hocha la tête et prit le verre sans la regarder. Soudain, un silence absolu tomba sur l'immense salle de bal. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée principale. Étienne Dubois entra. Il portait un costume anthracite impeccable, fait sur mesure, une épingle de revers rouge foncé portant l'écusson de l'entreprise brillait sous les lumières. Ses cheveux étaient argentés, mais ils rayonnaient d'une vitalité débordante et impérieuse. Il marchait le dos parfaitement droit, générant pratiquement son propre système météorologique à mesure qu'il avançait. 2 assistants et une secrétaire exécutive le suivaient, se déplaçant à l'unisson, projetant une aura de pouvoir terrifiante. Tandis qu'il avançait, les invités se levèrent respectueusement pour le saluer. « Bonsoir, Monsieur Dubois. Ravi de vous voir, Étienne. » Dubois hocha la tête, gardant un sourire poli, mais c'était un sourire aussi fin qu'une couche de glace sur un lac d'hiver. Les yeux de Béatrice brûlaient d'ambition. Elle serra subtilement le bras de Jean-Luc. « Jean-Luc, Monsieur Dubois est là. Quand allons-nous le voir ? » « Attends que les autres fassent leur premier tour, » répondit-il doucement, calculant comment entamer la conversation. Caldwell Construction tentait désespérément d'obtenir un contrat d'approvisionnement pour Sinclair Holdings pour le prochain exercice. Ce dîner déterminerait le sort de son entreprise pour les 3 prochaines années. Mais il ne savait pas que la toute première chose qu'Étienne Dubois fit en s'asseyant n'était pas de lever un verre. Au lieu de cela, il fit signe à sa secrétaire et lui murmura un ordre. La secrétaire hocha la tête et quitta rapidement la salle de bal. Le premier plat fut servi, un loup de mer chilien magnifiquement présenté. Les invités commencèrent à manger et l'atmosphère devint plus animée. Les gens commencèrent à se lever pour offrir des toasts, échangeant des amabilités et des contacts. C'était la véritable essence de l'événement. Béatrice n'en pouvait plus. Elle tira sur la manche de Jean-Luc. « Jean-Luc, il est temps. Si nous n'y allons pas maintenant, quelqu'un d'autre nous devancera. » Jean-Luc regarda la table d'honneur. Plusieurs personnes, verre à la main, rôdaient déjà autour d'Étienne Dubois. Il prit une profonde inspiration, ramassa son verre de vin, se leva et ajusta sa cravate. « Allons-y. » Béatrice le suivit de près, ses talons claquant bruyamment. Elle sentait certains regards se tourner vers elle, des regards de curiosité, d'évaluation, et peut-être d'envie. Elle releva légèrement le menton, accentuant son sourire. Lorsque le groupe précédent se dispersa, Jean-Luc fit un pas en avant et offrit une légère révérence, une posture de déférence absolue. « Monsieur Dubois, bonsoir. Je suis Jean-Luc Beaumont de Caldwell Construction. Merci beaucoup pour l'honneur de nous avoir invités ce soir. Au nom de toute mon entreprise, un toast à vous. » En disant cela, il vida son verre d'un trait. Béatrice leva immédiatement son verre avec un sourire radieux. « Bonsoir, Monsieur Dubois. Je suis Béatrice. La secrétaire de Monsieur Beaumont. J'ai tant entendu parler de vous. C'est un immense honneur de vous rencontrer enfin. » Étienne Dubois resta assis dans son fauteuil. Il ne se leva pas. Il ne prit même pas son verre. Il resta simplement là, une main posée sur la table tandis que les doigts de l'autre caressaient lentement une tasse de café noir qui avait déjà refroidi. Son regard passa du visage de Jean-Luc à celui de Béatrice, puis de nouveau à Jean-Luc.
Il les observa de haut en bas 2 fois. Ce n'était pas un regard glacial, mais c'était loin d'être chaleureux. Il les regarda comme s'il inspectait des marchandises d'origine très douteuse. Monsieur Beaumont, commença Dubois. Sa voix n'était pas dure, mais elle portait une résonance profonde forgée par des décennies d'autorité absolue. Êtes-vous venu seul ce soir? Jean-Luc fut pris de court, ne comprenant pas l'orientation de la question. Je suis venu avec ma secrétaire. Il s'écarta, permettant à Béatrice de prendre le devant de la scène. Étienne Dubois regarda Béatrice. Ses yeux s'attardèrent une fraction de seconde sur les boucles d'oreilles en perles pendantes à ses oreilles. L'expression de ses yeux changea. Ce n'était plus une inspection. C'était un éclair vif et aveuglant de froid glacial. Mais Béatrice ne remarqua rien. Elle garda son sourire mielleux et désireux de plaire. Monsieur Dubois, ronronna-t-elle, se penchant légèrement pour montrer gracieusement ses clavicules. Dubois ne la reconnut pas. Il reporta son regard sur Jean-Luc, parlant d'un ton aussi monotone que s'il discutait du temps. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Jean-Luc fut de nouveau surpris, complètement dérouté par la direction de la conversation, mais il hocha la tête. Oui, monsieur Dubois. Je suis marié depuis 3 ans. Et votre femme? Étienne Dubois prit sa tasse de café et sirota le liquide froid, ses yeux ne quittant jamais Jean-Luc. Pourquoi votre femme n'a-t-elle pas assisté ce soir? Le sourire de Béatrice se figea un instant. Elle baissa rapidement la tête, faisant semblant d'ajuster sa robe, mais le verre dans sa main trembla, manquant de renverser le vin. Le visage de Jean-Luc se contracta également. Il s'éclaircit la gorge, essayant d'avoir l'air décontracté. Elle ne se sentait pas bien. Elle est restée à la maison pour se reposer. Ah oui? Étienne Dubois posa la tasse, se pencha en arrière dans son fauteuil et croisa les mains sur son ventre, ses yeux sombres transperçant Jean-Luc. Alors, cette femme, Béatrice, est-elle votre secrétaire ou une escorte? Au moment où ces mots planèrent dans l'air, tous les hauts dirigeants à la table d'honneur se turent complètement. Les gens de la table 7 qui s'étaient levés pour offrir des toasts s'arrêtèrent également et les regardèrent. L'air dans la pièce devint soudain épais et suffocant. La pomme d'Adam de Jean-Luc bougea de haut en bas. Une goutte de sueur froide coula le long de sa colonne vertébrale. Il avait déjà traité avec des clients difficiles, mais l'hostilité cachée dans les mots de Dubois était trop évidente. Si évidente qu'il ne pouvait même pas prétendre avoir mal compris. Monsieur Dubois, Béatrice est une employée de l'entreprise. Elle est ici ce soir en tant que représentante. Il ne put terminer sa phrase. Dubois leva la main, l'interrompant. Il se leva. Instantanément, son assistant tira sa chaise en arrière, les pieds raclant le marbre avec un bruit sourd. Quand Dubois se leva, tout le monde assis à la table d'honneur se leva comme sur commande. Dubois était une demi-tête plus grand que Jean-Luc. Il le regarda de haut, et la fine couche de glace dans ses yeux se brisa enfin, révélant la rage brûlante qu'il avait réprimée. Monsieur Beaumont, laissez-moi vous raconter une histoire. La voix d'Étienne Dubois n'était pas un cri, mais soudain, l'immense salle de bal dorée tomba dans un silence de mort. Des centaines de personnes à une douzaine de tables posèrent leurs couverts et se tournèrent pour regarder. J'ai une fille, commença Dubois lentement. Chaque mot tombait comme un clou d'acier s'enfonçant dans le sol de marbre. Ma seule fille, ma propre chair et mon sang. Elle est toute ma vie. La couleur s'échappa du visage de Jean-Luc. Le sang quitta ses traits comme si une vanne s'était ouverte. Béatrice n'avait pas encore pleinement compris ce qui se passait, mais la main tenant son verre de vin à côté de Jean-Luc tremblait de façon incontrôlable. Il y a 3 ans, elle s'est mariée sans me le dire. Dubois le fixa droit dans les yeux sans le moindre sourire. Elle m'a dit qu'elle aimait cet homme, qu'elle voulait construire son mariage elle-même sans mon ingérence, et j'ai respecté sa décision. Pendant 3 ans, je ne lui ai jamais posé une seule question. Il s'interrompit et fit un pas en avant. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne m'a rien dit que je ne savais rien. Les lèvres de Jean-Luc bougèrent, voulant dire quelque chose, mais une énorme boule lui bloqua la gorge. Au cours de ces 3 années, chaque cycle de financement, chaque client clé, chaque invitation aux sommets industriels exclusifs. La voix de Dubois résonna soudain comme un coup de tonnerre à travers la salle de bal. Vous pensiez avoir réalisé tout cela vous-même? C'était ma fille qui travaillait dans l'ombre, vous ouvrant la voie. Pas à pas, douloureusement.
Le verre glissa des doigts de Béatrice. Le cristal se brisa contre le sol avec un bruit sec. Le vin rouge éclaboussa, tachant ses chaussures à semelles rouges et s'infiltrant dans les joints du marbre. Personne ne bougea pour nettoyer. Personne ne bougea un muscle. Tous les regards étaient fixés sur Jean-Luc. Dans ses yeux, il y avait le choc, le dégoût et une forte dose de cruauté. Jean-Luc resta totalement paralysé. Son visage prit la couleur des nappes blanches. La sueur perlait sur son front sous les lustres. Ses paumes étaient si moites qu'elles laissaient des taches sombres lorsqu'il les essuyait sur son pantalon. Et vous ne saviez pas. Dubois laissa échapper un rire amer et glacial. Vous ne saviez pas que votre femme est la fille d'Étienne Dubois. Il sortit un téléphone de la poche intérieure de sa veste, ouvrit une photo et tourna l'écran vers Jean-Luc. La photo montrait une femme debout sur le trottoir devant McCormack Place. Elle ne portait pas de manteau. Le vent collait sa robe fine à ses jambes. Portant des talons hauts, elle se tenait sur l'asphalte mouillé. Sur le côté, les feux arrière rouges d'une Maybach noire qui s'éloignait étaient clairement visibles. Quand vous l'avez jetée de votre voiture, saviez-vous? Quand vous avez amené une autre femme à ce banquet? Saviez-vous? Ou peut-être, Dubois claqua le téléphone sur la table avec un craquement sec qui ressemblait à du verre brisé. Vous n'aviez absolument aucune idée quelle était ma fille. Au moment où Jean-Luc vit clairement cette photographie, son esprit explosa. L'image n'était pas en haute définition. Elle ressemblait à une image de sécurité zoomée, mais l'emplacement était bien trop familier. L'entrée mouillée, les feux arrière de la Maybach. C'était il y a moins de 2 heures. La femme qu'il avait jetée de sa propre voiture. Charlotte était la fille d'Étienne Dubois. Béatrice vit la photo aussi. Le sang quitta instantanément son visage, la laissant pâle comme une feuille de papier. Elle recula maladroitement et le talon de sa chaussure craqua horriblement sur le verre brisé. Dans la grande salle de bal, le silence était si absolu que seul le bourdonnement de la climatisation pouvait être entendu. Une centaine des personnes les plus puissantes de la ville regardèrent le visage de Jean-Luc passer du blanc au gris à une teinte terreuse et cendrée, comme un morceau de viande pourrissant en direct à la télévision. Quelqu'un sortit discrètement un téléphone pour l'enregistrer. Dubois se rassit. Son assistant lui poussa immédiatement une tasse de café frais. Il en prit une gorgée pour se recentrer. Il fronça légèrement les sourcils au bout et repoussa la tasse. « Asseyez-vous, monsieur Beaumont. » Il désigna une chaise vide sur le côté. Elle était située à l'extrémité de la table d'honneur, où l'on ne pouvait même pas atteindre les assiettes. Ce n'était pas une place pour un invité. C'était la chaise où l'on place un subordonné sur le point d'être renvoyé. Jean-Luc était pratiquement paralysé. Il ne savait pas quoi faire. Faire un pas en avant était une humiliation. Faire un pas en arrière était une condamnation à mort. Il resta figé sur place tandis que les regards de toutes parts le transperçaient comme des aiguilles, faisant trembler tout son corps. « J'ai dit, asseyez-vous » répéta Dubois. Cette fois, sa voix était beaucoup plus calme. Mais ce calme était plus terrifiant que sa rage. La colère est éphémère. Le calme signifiait qu'il avait déjà décidé exactement comment recouvrer la dette. Finalement, Jean-Luc traîna les pieds vers la chaise. Ses jambes pesaient comme du plomb. Chaque pas exigeait un effort herculéen. Il atteignit la chaise et s'y laissa tomber. Sa posture était entièrement vaincue. Béatrice resta debout derrière lui, déconcertée, n'osant ni le suivre ni fuir. Coincée là comme un pilier inutile. Dubois la laissa debout un moment avant de tourner la tête pour la regarder. « Madame la secrétaire. » Tous les muscles du corps de Béatrice se bloquèrent. Elle hocha frénétiquement la tête, forçant un oui étranglé qui se coinça dans sa gorge. « Ces boucles d'oreilles que vous portez. » Le regard de Dubois se fixa sur ses oreilles. « Je les reconnais. » Béatrice porta instinctivement ses mains à ses oreilles. Au moment où ses doigts effleurèrent les perles, elle les retira comme si elles s'étaient brûlées. C'étaient les bijoux de ma défunte femme. Le ton de Dubois était incroyablement doux, comme s'il racontait une histoire pour enfants. Avant de mourir, elle m'a demandé de les garder pour l'héritage de notre fille. Je les ai gardés dans un fonds fiduciaire, ne transmettant que des pièces choisies pour qu'elle les porte lors d'occasions spéciales. Ces boucles d'oreilles en font partie. Sa voix s'assombrit soudainement. J'aimerais beaucoup savoir comment les biens de ma femme décédée se retrouvent pendus à vos oreilles.
Béatrice ouvrit la bouche, mais ne put former un seul mot. Que pouvait-elle dire? Que la femme de Jean-Luc les lui avait donné de sa propre boîte à bijoux. Avouer qu'elle était venue au gala en arborant les bijoux de la belle-mère décédée, jouant le rôle de la gagnante ultime. Jean-Luc, recroquevillé dans sa chaise, la tête baissée, entendit la phrase « les bijoux de ma défunte femme » et frissonna violemment. Sa colonne vertébrale se courba encore plus. Il ressemblait à une tortue dont la carapace venait d'être écrasée. Son cerveau commença à tout traiter à une vitesse fulgurante, assemblant les pièces. Ces investissements providentiels inexplicables il y a 3 ans. Ce contrat de construction impossible où le promoteur avait appelé de nulle part. L'invitation au sommet réservé aux titans de l'industrie. Tout s'emboîta. La chance absurde avait maintenant un sens parfait. Mais il était bien trop tard. Étienne Dubois appuya les 2 mains à plat sur la table et se leva, balayant la pièce du regard. Il parla d'une voix claire et retentissante qui atteignit tous les coins de la salle de bal. Mesdames et messieurs, vous êtes tous des partenaires de longue date de Sinclair Holdings. Ce soir, je veux que vous soyez témoins de quelque chose. On n'entendait presque personne respirer. Premièrement, mon équipe juridique examinera chaque contrat actif entre Sinclair Holdings et Caldwell Construction demain matin. Compte tenu de ce que j'ai vu ce soir, je doute fortement qu'il survive à l'audit. La tête de Jean-Luc se releva. Ses yeux étaient injectés de sang et de stupéfaction. Il ouvrit la bouche pour parler. Mais Dubois ne le regarda même pas. Deuxièmement, Sinclair Holdings restructure immédiatement son réseau de fournisseurs. Caldwell Construction ne répond plus à nos normes de conformité d'entreprise. Je suis sûr que le reste d'entre vous gérera vos propres portefeuilles avec la prudence habituelle. Il ne le cria pas, mais le poids de la déclaration était écrasant. Plusieurs hommes d'affaires de la table 7 baissèrent immédiatement les yeux et commencèrent à taper frénétiquement sur leur téléphone. Il était évident ce qu'ils faisaient. Ils contactaient leur service juridique pour geler tout contrat actif. Troisièmement, Dubois regarda l'écran de son téléphone. Il affichait le message que sa fille lui avait envoyé 2 heures auparavant. Le numéro de vol, l'heure de départ et la destination. Il leva les yeux vers Jean-Luc, sa voix devenant si grave qu'elle glaçait le sang. Votre femme, ma propre chair et mon sang, est actuellement à 1000 mètres d'altitude. En route pour San Diego, son manteau est toujours dans votre voiture. Elle a été laissée à l'abandon sous la pluie et le vent glacial dans une robe fine, attendant 15 minutes pour héler un taxi. Dubois se pencha sur la table, fixant Jean-Luc droit dans les yeux. Dites-moi, Monsieur Beaumont, au moment où vous l'avez jetée dans la rue, vous est-il venu à l'esprit une seule seconde de vous demander si elle avait froid? Jean-Luc resta là, bouche bée. Sa pomme d'Adam bougeait continuellement, mais il ne pouvait émettre aucun son. Derrière lui, les jambes de Béatrice flanchèrent et elle s'effondra sur le sol. Des éclats de cristal brisé s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle laissa échapper un gémissement de douleur, inspirant brusquement, mais n'osa pas crier. Elle se mordit la lèvre alors que les larmes coulaient sur son visage. Personne ne lui tendit la main pour l'aider à se relever. Les cadres de la table 7 la regardèrent avec une pure répulsion, comme si elle était un déchet. Dubois se redressa, ajusta son col et fit un signe de tête à son chef de la sécurité. Escortez-les à la sortie. L'ordre était sec et absolu. Le chef de la sécurité s'approcha de Jean-Luc et lui fit signe de la porte. Jean-Luc se leva comme un automate et commença une marche maladroite et chancelante vers la sortie. En passant devant la table 7, son pied s'accrocha à la jambe d'une chaise. La nappe se froissa. Un verre de vin vacilla et tomba, inondant la table. Personne ne bougea pour essuyer la flaque. Tous les regards dans la pièce transperçaient son dos comme des phares aveuglants, illuminant sa retraite pathétique. Béatrice rampa du sol. Le sang coulait de ses doigts. Le tissu de sa robe près de ses genoux était taché de vin. Ses cheveux méticuleusement coiffés étaient en désordre. Elle suivit Jean-Luc avec des pas erratiques et terrifiés. Ses chaussures à semelles rouges laissaient une traînée d'empreintes sanglantes et tordues sur le marbre. En dehors de la salle de bal, les couloirs étaient vides. Le bruit et la vie de la fête restaient enfermés derrière de lourdes portes doubles. L'éclairage ici était blanc clinique et éclatant, exposant sans merci toute leur misère. Béatrice se mit à sangloter bruyamment et, entre 2 sanglots, attrapa la manche de Jean-Luc. Jean-Luc, je jure que je ne savais pas. Je ne savais pas qui elle était.
Jean-Luc retira violemment son bras. Il n'utilisa pas beaucoup de force, mais Béatrice perdit l'équilibre et heurta le mur du couloir. Elle resta là, regardant bêtement son dos alors qu'il entrait dans l'ascenseur sans même un regard en arrière. Juste avant que les portes ne se ferment, le téléphone de Jean-Luc sonna. Ce n'était pas Étienne Dubois. Ce n'était pas un cadre supérieur. C'était sa mère, Marguerite Beaumont, il y répondit. Et avant qu'il ne puisse même ouvrir la bouche, une voix perçante et désespérée résonna dans la cabine de l'ascenseur. « Jean-Luc, comment se passe le dîner? As-tu signé les contrats? As-tu conclu l'accord avec Dubois? Écoute-moi. C'est ta chance. Ton père attend. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ne dis-tu rien? Qu'est-ce qui s'est passé? » L'ascenseur descendait. Le signal coupait et revenait. Jean-Luc s'appuya contre la paroi métallique miroir. Voyant son propre visage pâle et sans vie dans le reflet, il eut l'impression de regarder un étranger. « C'est Charlotte », il entendit sa propre voix dire, sèche et rauque comme du papier de verre. Son père est Étienne Dubois. Un silence de mort dura 5 longues secondes sur la ligne. Puis un cri hystérique éclata du haut-parleur, lui faisant sonner les oreilles. « De quoi parles-tu » L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent en carillon. Jean-Luc ne répondit pas. Il raccrocha, remit son téléphone dans sa poche et sortit. Les lustres en cristal du grand hall de l'hôtel continuaient de briller luxueusement. Le voiturier lui ouvrit la porte avec la même politesse exquise. Le vent froid de Chicago continuait de souffler autour de l'entrée. Rien dans la ville n'avait changé, mais il savait que tout son monde venait de s'effondrer. Et la femme qu'il avait jetée de sa voiture volait actuellement à 1000 mètres d'altitude dans un siège de première classe, tenant un verre de champagne, regardant les nuages avec un sourire sur ses lèvres qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Le premier jour à San Diego, j'ai dormi jusqu'à ce que je me réveille naturellement. Pas de réveil, pas de message passif-agressif à 6 heures du matin de ma belle-mère critiquant mon manque de pédigré ou énumérant toutes les façons dont j'étais censé l'avoir embarrassée devant ses amis du country club. Pas de mièvre, bonjour, chérie, de Béatrice avec des smilets. Juste le soleil éclatant du sud de la Californie qui entrait par les rideaux blancs et atterrissait sur les draps blancs et nets, chauds et enveloppants. Je me suis retourné, j'ai enfoui mon visage dans les oreillers et j'ai pris une profonde inspiration. La thé d'oreiller sentait légèrement la lavande grâce à une brume relaxante fournie par l'hôtel boutique. Mon téléphone reposait silencieusement sur la table de chevet. Je l'ai pris pour vérifier. 37 appels manqués de Jean-Luc. Plusieurs de Béatrice via la ligne fixe de mes beaux-parents et 11 d'un numéro inconnu. Les messages dans ma boîte de réception grouillaient dans le panneau de notification comme des mouches piégées dans un bocal. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai ouvert ma conversation avec mon père. Le dernier message qu'il m'avait envoyé tard dans la nuit était une photo. Elle montrait une chaise vide à la table d'honneur dans cette grande salle de bal, et drapée proprement sur le dossier, il y avait mon manteau de laine, celui-là même qui avait été laissé dans la voiture de Jean-Luc. Mon père avait ordonné à sa sécurité de le récupérer auprès du voiturier de l'hôtel avant même que Jean-Luc ne quitte le gala. Sous la photo, il n'y avait que 2 mots. Papa t'attend. J'ai fixé cette photo pendant un long moment, puis je me suis levé pour me laver le visage. Pendant que l'eau chaude de la douche coulait sur mon corps, j'ai regardé en bas et j'ai vu une énorme ecchymose sur mes genoux. C'était dû au fait d'avoir heurté l'asphalte mouillé la nuit dernière. Elle était passée du violet à une teinte jaunâtre avec des bords verdâtres, ressemblant à un fruit trop mûr. Je l'ai touché avec mes doigts. Ça ne faisait pas mal. Ou plutôt, comparé à toute la douleur qui s'était accumulée en moi pendant 3 ans, ce n'était absolument rien. En sortant de la douche, j'ai sorti de ma valise les vêtements que j'avais achetés spécifiquement pour ce voyage. Une blouse en lin blanc, un pantalon large de couleur crème et des sandales plates en cuir. Je ne me suis pas maquillé. J'ai juste appliqué de la crème solaire, séché à moitié mes cheveux et les ai laissés tomber librement sur mes épaules. La femme dans le miroir était complètement différente d'il y a 3 ans. Pendant mon mariage, je m'habillais toujours de couleur sombre, marchais la tête baissée et les épaules voûtées, essayant de prendre le moins de place possible, comme un meuble gênant dans le salon. Ma belle-mère disait que je m'habillais trop sévèrement, que je n'avais pas l'air de la maîtresse de maison. Si jamais je m'habillais, elle me demandait qui j'essayais d'impressionner puisque personne ne me regardait de toute façon. Finalement, j'ai juste préféré ne plus quitter la maison. Mais maintenant,
La femme dans le miroir avait un regard serein et détendu. Les coins de sa bouche étaient relevés. On aurait dit qu'elle était enfin sortie d'une coquille grise et poussiéreuse et l'avait brisée en 1000 morceaux. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. « Tu as atterri en toute sécurité ?» J'ai répondu par un mémo vocal, incapable de retenir mon sourire. « Je suis arrivé, papa. Le soleil à San Diego est absolument magnifique. Il fait si chaud que j'ai presque oublié qu'il pleuvait la nuit dernière. » Étienne Dubois a répondu instantanément. « Je suis content. » Puis il a ajouté un autre message. « Ta tante Marthe était folle de joie quand elle a su que tu venais. Elle a dit qu'elle te préparait son fameux rôti de bœuf maison pour midi. » En lisant ce message, une boule s'est formée dans ma gorge. Tante Marthe, quand maman est morte, je n'avais que 12 ans. Tante Marthe est venue vivre avec nous à Chicago pendant 3 mois entiers. Elle cuisinait pour moi tous les jours, dormait à côté de moi, me brossait les cheveux. Le jour où elle a dû partir, je me suis accroché à ses jambes, refusant de la laisser partir, pleurant jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Elle a finalement déménagé à San Diego. Mais à chaque fête, elle m'envoyait une carte écrite de sa main parfaitement ronde et impeccable. La dernière ligne était toujours la même. « Charlotte, sois heureuse. » J'ai pris une profonde inspiration, j'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai attrapé un sac fourre-tout en toile et j'ai quitté la chambre. L'hôtel n'était pas très grand. C'était un de ces petits hôtels boutiques confortables cachés dans les rues secondaires de la Pacific Coast Highway. Le hall était faiblement éclairé, à l'exception d'une lampe de bureau chaude à la réception. Je me suis avancé, j'ai commandé un expresso et je me suis assise sur un canapé d'angle pour attendre que Thibaut vienne me chercher. Thibaut était le fils de tante Marthe, 2 ans plus âgé que moi. Il dirigeait sa propre entreprise d'architecture en ville. Enfant, nous jouions tout le temps ensemble. Quand je suis allé à l'université, nous avons perdu le contact, mais nous échangions toujours des vœux de fin d'année. Cette fois-ci, en apprenant ma venue, tante Marthe avait été si excitée qu'elle avait passé 3 jours à préparer la chambre d'amis. Thibaut avait proposé de venir me chercher à l'aéroport, mais j'avais refusé. Mon vol atterrissait au milieu de la nuit. Il n'y avait pas besoin de déranger qui que ce soit. Alors que mon café arrivait, les portes vitrées de l'hôtel s'ouvrirent. La lumière aveuglante du soleil du sud de midi se déversa violemment à l'intérieur, me forçant à plisser les yeux. Un homme grand était silhouetté dans l'embrasure de la porte contre l'éblouissement. La lumière rendait difficile de voir clairement son visage, mais son costume de lin gris léger et ses mocassins marrons correspondaient parfaitement au climat ensoleillé. Charlotte, sa voix était beaucoup plus grave que lorsque nous étions enfants, mais il avait toujours cette même habitude d'étirer la dernière syllabe de mon nom avec une intonation paresseuse et insouciante. Thibaut s'approcha de moi, faisant tournoyer un porte-clés à son doigt. Il avait beaucoup grandi. Ses épaules étaient larges et sa mâchoire semblait avoir été dessinée à la règle. Sa peau était profondément bronzée par le soleil californien. Une coupe de cheveux courte et soignée lui donnait un air vif et énergique. « Pourquoi es-tu si maigre ?» Il s'arrêta devant moi, m'observa de haut en bas et fronça légèrement les sourcils. « La dernière fois que nous avons fait un FaceTime, tu n'avais pas l'air comme ça. » Ce dernier appel vidéo datait des fêtes de fin d'année dernière. Je me suis levé, tasse de café à la main, et je lui ai souri. « Ça fait 1 an. C'est normal de perdre un peu de poids, n'est-ce pas ?» Il me regarda quelques secondes sans rien dire, puis tendit la main, attrapa le sac fourre-tout en toile posé à côté de moi et le jeta nonchalamment sur son épaule. « Allons-y, maman attend. Elle a une marmite sur le feu depuis le matin. Elle a dit qu'elle avait mis la viande dès que nous sommes arrivés, pour que tout soit bien chaud quand tu mangeras. » Je l'ai suivi hors de l'hôtel. Une Porsche blanche immaculée était garée sur le trottoir. Il m'a ouvert la porte passager, a attendu que je m'assoie et a contourné la voiture pour prendre le volant. Alors qu'il démarrait le moteur, il m'a jeté un coup d'œil en biais. « Ce type a-t-il encore essayé de t'appeler ?» Je me suis appuyé sur le siège en cuir et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur mes genoux. 37 appels manqués. Je n'avais répondu à aucun. Thibaut n'a pas insisté. Il a tapoté le volant plusieurs fois et s'est engagé sur l'avenue principale. Nous avons roulé le long de la Pacific Coast Highway. Les cris des mouettes flottaient par les fenêtres ouvertes. Les cafés en bord de mer étaient bondés de monde et l'air sentait le café torréfié et le pain grillé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»
Il rompit finalement le silence. D'abord, je vais manger, dis-je. Et ensuite nous parlerons. Thibaut sourit légèrement. Ce n'était pas un rire, mais le sourire était sincère. La Porsche blanche roulait le long de la côte. L'océan Pacifique scintillait de reflets argentés sous le soleil. Le ciel ici était d'un bleu si profond qu'il semblait presque violet et des nuages moelleux flottaient à l'horizon comme du coton fraîchement lavé. J'ai baissé un peu la vitre. L'air chaud a frappé mon visage, portant le parfum du sel et de la brise océanique. Pour la première fois depuis 3 ans, je pouvais prendre une grande inspiration. J'étais libre. Tante Marthe vivait dans une belle maison de style espagnol aux murs blanchis à la chaux. Un énorme bougainvillier poussait près de la porte, lourd de fleurs roses vifs. Une rafale de vent a fait tomber des dizaines de pétales, formant un tapis vibrant. Thibaut a garé la voiture. J'ai poussé la porte et avant que mon pied ne touche l'allée. J'ai entendu une voix forte et énergique venant de l'intérieur. Ma fille est là. La porte d'entrée s'est ouverte en grand. Tante Marthe portait un tablier fleuri, des gants de vaisselle jaune aux mains, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Son sourire était si large qu'il tenait à peine sur son visage. Elle avait considérablement vieilli depuis mes souvenirs d'elle. Des rides profondes encadraient ses yeux et des mèches argentées parsemaient ses cheveux, mais ses yeux étaient exactement les mêmes. Ils brillaient en me regardant exactement comme si j'étais sa propre fille. Tante Marthe, m'écriai-je depuis l'embrasure de la porte, sentant instantanément une boule dans ma gorge. Oh, ma douce fille. Elle courut vers moi et me serra dans une étreinte écrasante. L'eau de ses gants de vaisselle tacha mon dos, mais elle s'en fichait. Elle me serra fort contre sa poitrine, calant son menton sur ma tête. Pourquoi n'es-tu que des os? Ce bâtard ne t'a-t-il pas nourri? Thibaut intervint par derrière. Maman, je suis sûr qu'elle a toujours eu au moins un bol de soupe. Tais-toi, aboya-t-elle, refusant de me lâcher, frappant le bras de son fils. Qu'est-ce que tu en sais? Je regarde ma fille et je vois qu'elle a traversé l'enfer. Je t'ai dit que cet homme était un salaud. Eh bien, maman, tu ne l'as même jamais rencontré face à face. Je n'ai pas besoin de le faire. Tante Marthe recula légèrement pour encadrer mon visage de ses 2 mains, me regardant de la tête aux pieds. Ses yeux se remplirent de larmes. Je n'ai qu'à regarder les yeux de ma Charlotte. La lumière dans les yeux de ma Charlotte s'est éteinte. Il y a 3 ans sur FaceTime, elle était encore là. Maintenant, elle est partie. Je me suis figé. Mes yeux me piquaient et j'ai failli fondre en larmes là, sur l'allée. Elle m'a tiré dans la maison, parlant à toute vitesse. J'ai le rôti qui mijote. Je suis allé au marché fermier ce matin même et j'ai eu la meilleure coupe de bœuf. Et je t'ai préparé des biscuits au beurre chaud, comme la recette de ta mère. La première fournée a un peu brûlé, mais la seconde est parfaite. Tu me diras si tu les aimes. La cuisine était remplie de vapeur. 2 grandes marmites bouillaient sur la cuisinière. Des oignons et de l'ail tranché reposaient sur une planche à découper. Des légumes étaient lavés dans l'évier. Et un bouquet frais de lis se trouvait sur le rebord de la fenêtre. Toute la pièce dégageait un arôme domestique si réconfortant que j'étais submergé par l'émotion. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, regardant tante Marthe s'activer. Soudain, je me suis souvenu de ma mère. Maman aimait aussi porter des tabliers fleuris, fredonnait en cuisinant, gérait 2 casseroles à la fois et me demandait de lui donner le sel ou le poivre pendant qu'elle remuait. Quand elle est morte, j'avais 12 ans et je ne savais même pas faire frire un œuf. Après avoir épousé Jean-Luc, ma belle-mère s'est plainte que mon goût était trop terne, que je ne savais pas organiser un dîner convenable, que ma présence à leurs événements de country club l'embarrassait. J'ai passé des mois à apprendre. J'ai appris à élaborer des menus gastronomiques, à mémoriser les accords mets et vins et à gérer leur calendrier social de manière impeccable, et je n'ai jamais reçu un seul mot de louange. La mère de Jean-Luc disait, c'est l'étiquette sociale de base. Ne t'attends pas à des applaudissements. Et Jean-Luc disait, un organisateur d'événements pourrait faire la même chose. Tu ne fais que ta part. J'avais écouté cela pendant 3 longues années. Viens, assieds-toi. Tante Marthe plaça un bol fumant de bouillon de bœuf riche devant moi. Prends cette tisane à la camomille chaude pour calmer ton estomac. Le rôti sera prêt dans 1 minute. J'ai pris le bol et j'ai siroté. C'était brûlant, mais la saveur était incroyable. Absolument délicieux.
puis vint le plat principal. Le bœuf se défaisait rien qu'à le regarder, dégageant un arôme profond et savoureux qui me mettait l'eau à la bouche. C'était exactement la saveur dont je me souvenais. Le goût de la cuisine de ma mère. C'est délicieux. Elle était assise en face de moi, le visage dans les mains, me regardant avec des yeux brillants. Si délicieux, dis-je, ma voix tremblante alors que je tenais l'assiette. Exactement comme maman le faisait. Elle resta silencieuse une seconde, ses yeux devenant rouges. Elle tendit la main et me caressa les cheveux avec une tendresse incroyable, comme quelqu'un qui touche un trésor qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Si tu aimes, mange autant que tu veux. À partir d'aujourd'hui, Tati te cuisinera ça tous les jours. Thibaut était assis sur une chaise à côté, nous regardant, les coins de sa bouche formant un doux sourire. Il rapprocha son assiette, prit un biscuit chaud, le trempa dans la sauce et ne dit rien. Le soleil entrait par les stores, peignant des rayures dorées sur les carreaux de terre cuite. La lourde marmite continuait de mijoter sur le poêle. L'air sentait le rôti de bœuf riche mélangé à la légère odeur florale délice. J'ai fini la tisane chaude, je me suis appuyé sur ma chaise et j'ai laissé échapper un long soupir. Je sentais la chaleur dans mon estomac et dans mon cœur aussi. Pour la première fois depuis 3 ans, le mot « maison » a cessé d'être un bloc de béton froid et s'est transformé en un endroit chaleureux. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message d'un autre numéro inconnu. C'était Béatrice. Je sais que tu ne veux pas répondre, mais je dois te dire quelque chose. Cette nuit-là, je n'avais absolument aucune idée que tu étais la fille d'Étienne Dubois. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ces choses. Pourrais-tu s'il te plaît me donner une chance de m'excuser en personne? J'ai regardé le message pendant 3 secondes et j'ai souri légèrement. Je n'avais aucune idée. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ces choses. Ce qui signifie, parce qu'elle croyait que je n'étais pas la fille d'un PDG milliardaire, elle pensait que marcher sur une femme sans ressources était son droit divin. C'est pourquoi elle se sentait justifiée de s'asseoir sur le siège passager, de me sourire et de dire « Chérie, fais-moi de la place ». C'est pourquoi elle pensait que c'était bien de m'envoyer des messages se vantant de passer la nuit avec mon mari. C'est pourquoi elle pensait que c'était une excellente idée de voler des boucles d'oreilles en perles de la boîte à bijoux de la femme pour les exhiber lors d'un gala. Se sentant comme la gagnante ultime, j'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à mon père avec le texte. « Papa, est-ce que cela te semble être une réponse humaine ?» Étienne Dubois a répondu instantanément. Elle dit que comme elle ne savait pas qui tu étais, elle considérait le fait de harceler une femme pauvre sans relation comme la chose la plus naturelle du monde. Étage 3 secondes plus tard, il a ajouté « Compris. C'est très clair pour moi. » J'ai bloqué le numéro de Béatrice et j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table. Tante Marthe a passé la tête par la cuisine. « Charlotte, les biscuits sont prêts. Mange-les avant qu'ils ne refroidissent. » Je me suis levé, je suis entré dans la cuisine et j'ai attrapé le panier doré fumant. J'ai regardé tante Marthe. « Est-ce que je peux venir souvent ici et être une parasite ?» Elle s'est figée, puis a éclaté de rire, serrant les yeux jusqu'à ce qu'ils forment 2 petits croissants. « Qu'est-ce que tu veux dire par parasite ? C'est ta maison. Tu peux venir quand tu veux et rester aussi longtemps que tu veux. » Thibaut intervint depuis la salle à manger. « Maman, elle n'a même pas dit si elle restait. » « Tais-toi. » Tante Marthe et moi avons crié en même temps. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Thibaut haussa les épaules, leva les mains en signe de fausse reddition et retourna tremper son biscuit dans la sauce. Le soleil nous baignait tous les 3, nous enveloppant d'une chaleur paresseuse et heureuse. Mais à 2000 mètres de là, dans le manoir cossu de la famille Beaumont en banlieue de Chicago, l'apocalypse se déroulait. Jean-Luc est rentré de l'hôtel, mais n'est pas entré. Il est resté si longtemps dans sa voiture que son chauffeur l'a regardé avec inquiétude plusieurs fois. « Monsieur Beaumont, nous sommes arrivés. » Il a levé les yeux vers l'avant de la maison. Les lumières du Porsche étaient allumées. La BMW rouge de sa mère et l'Audi noir de son père étaient toutes 2 garées dans l'allée, moteur froid. Ils étaient à la maison. Il a ouvert la portière de la voiture. Au moment où son pied a touché le trottoir, ses jambes ont tremblé si violemment qu'il a failli tomber. Il s'est appuyé contre le cadre de la voiture, a pris une grande inspiration et s'est dirigé vers l'entrée. Quand il a mis la clé dans la serrure, la porte a été soudainement tirée de l'intérieur. Sa mère, Marguerite Beaumont,
portait un pyjama avec une robe de chambre en soie jetée à moitié par-dessus. Ses cheveux étaient en désordre, et son visage était déformé comme si elle venait d'être physiquement battue. Entre ici, elle a attrapé son bras et l'a traîné à l'intérieur, murmurant d'un ton aigu et frénétique qui ressemblait au grondement avant une éruption volcanique. Ton père t'attend dans le salon. Oncle François est là. Oncle Gérard aussi. Ton beau-frère, tout le conseil d'administration est là. Jean-Luc entra dans le foyer et vit toute la famille réunie dans le salon. Son père, Philippe Beaumont, était assis sur le canapé central, le visage cendré, buvant un verre de scotch pur. Son ordinateur portable était ouvert sur la table basse, affichant un graphique plongeant des cours boursiers futurs de leur entreprise. Oncle François, le directeur financier, faisait les 100 pas près de la fenêtre, criant intensément dans une conférence téléphonique avec leurs avocats d'entreprise et une entreprise de gestion de crise. Oncle Gérard, le directeur des opérations, se penchait sur la table basse, soulignant frénétiquement des clauses dans leurs accords de prêt en cours, ses mains visiblement tremblantes. Son beau-frère rafraîchissait constamment son téléphone dans le coin. L'éclat de l'écran illuminant un visage paralysé par la panique. Sur la table basse en verre se trouvait une pile de documents. L'en-tête de la première page indiquait, tamponné par le service juridique de Sinclair Holdings. Avis de résiliation de coopération commerciale. Assieds-toi, ordonna Philippe Beaumont. Pointant le canapé en face de lui, Jean-Luc s'approcha et s'effondra sur les coussins. Le salon resta dans un silence de mort pendant environ 5 secondes. Puis Marguerite Beaumont explosa. Charlotte est la fille d'Étienne Dubois. Elle nous a caché ça pendant 3 putains d'années. Elle t'a épousé et n'a pas dit un seul mot. Elle nous a piégés. C'est un piège. Elle a délibérément caché qui elle était juste pour nous regarder nous ridiculiser. Tais-toi, rugit Philippe Beaumont. La voix de Marguerite fut instantanément coupée. Philippe s'impliquait rarement dans les opérations quotidiennes de l'entreprise de son fils. Mais quand il perdait son sang-froid, personne dans cette maison n'osait le contredire. Il écrasa sa cigarette dans le cendrier et fusilla du regard son fils. À ce dîner, qu'a dit exactement Étienne Dubois devant toute l'industrie? La voix de Jean-Luc sortit si rauque qu'elle était à peine déchiffrable. Premièrement, que Sinclair Holdings annule immédiatement tous les contrats avec Caldwell Construction. Deuxièmement, que quiconque fait affaire avec nous subira les conséquences. Troisièmement, il fit une pause, ses yeux tombant au sol. Troisièmement, que Charlotte s'envolait pour San Diego. Un autre silence mortel étouffa la pièce. Oncle Gérard ouvrit un œil et posa lentement la question fatale. Jean-Luc, sais-tu de combien de liquidités l'entreprise dispose pour survivre? Jean-Luc leva les yeux mais ne répondit pas. Son oncle leva 3 doigts. 3 mois. Si Sinclair Holdings retire ses investissements, et que les autres partenaires annulent leurs contrats par crainte d'un effet domino, nous avons 3 mois avant la faillite totale. Oncle François intervint, sa voix grave et funèbre. En chemin, j'ai reçu 3 appels. Les PDG de Midwest Material, Horizon Logistique et Shoreline Cement. Ils ont tous appelé pour demander ce qui s'était passé ce soir au gala. Il s'éclaircit la gorge. Ils mettent tous nos comptes en revue immédiate. Le beau-frère leva enfin les yeux de son téléphone et tourna l'écran pour le montrer à Jean-Luc. Regarde ça. Les groupes de discussion de l'industrie de la construction explosent. Quelqu'un a divulgué l'audio du dîner. Toute la ville est au courant. Sur l'écran se trouvait un groupe de discussion intitulé Chicago Builders Association. Les messages fusaient l'un après l'autre. Avez-vous vu les retombées du gala Sinclair? Caldwell a menti sur l'origine de sa femme aux investisseurs. J'ai entendu dire que la SEC pourrait enquêter sur ses investissements providentiels. Sa secrétaire portait les bijoux de feu Madame Dubois. Un cauchemar de relations publiques totales. Volatilité du leadership à son meilleur. Caldwell Construction est toxique maintenant. Retirons nos comptes dès demain. Il ne se souciait pas de sa propre femme. Bien sûr, il s'en fichait. Il ne se soucie que de lui-même. Jean-Luc lut les messages à l'écran, mot par mot, comme s'il lisait son propre arrêt de mort. Marguerite ne put plus se retenir et se leva de nouveau de sa chaise. Qu'est-ce qu'ils en savent? Nous l'avons bien traité. Nous lui avons offert un toit, financé tout son style de vie. Pendant 3 ans, elle n'a pas levé le petit doigt pour gagner sa vie. Que voulait-elle de plus? Maman.
La voix de Jean-Luc était si faible qu'elle se dissipa presque dans l'air. Où est son manteau? Il leva les yeux. Ses yeux étaient complètement injectés de sang. Son manteau de laine. Il était resté sur la banquette arrière de ma voiture. Quand je l'ai jeté dans la rue, elle est partie sans. La robe qu'elle portait était très fine. Il pleuvait à verse hier soir. Il faisait un froid de canard. Elle est restée dehors devant les portes dans ses putains de talons pendant 15 minutes à essayer d'ailer un taxi. Le silence retomba sur le salon une fois de plus. Tout le monde fixa Jean-Luc, voyant sur son visage un air de défaite et d'effondrement total qu'il n'avait jamais vu auparavant. Marguerite ouvrit la bouche, puis la referma. Elle voulait crier une justification, mais les mots ne venaient pas. Philippe Beaumont alluma une autre cigarette. Il tira une longue bouffée, soufflant la fumée par le nez, soulignant les profondes crevasses sur son visage. Il est trop tard pour penser à ça maintenant, dit-il d'une voix grinçante. Tu as perdu. Le téléphone de Jean-Luc vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit. Il ne contenait qu'une seule ligne. Monsieur Beaumont, je suis la secrétaire personnelle de Monsieur Étienne Dubois. Monsieur Étienne Dubois m'a demandé de vous transmettre un message. L'adresse de Mademoiselle Charlotte à San Diego est. Jean-Luc fixa cette adresse pendant un long moment, puis laissa le téléphone glisser de ses mains. Il appuya sa tête contre les coussins du canapé et ferma les yeux. Personne ne parla. L'horloge grand-père dans le couloir sonnait, agissant comme un marteau enfonçant des clous dans le cercueil d'une famille qui avait déjà craqué. Marguerite finit par marmonner à travers ses larmes. Mon fils, et si tu achetais un billet et que tu prenais l'avion pour San Diego pour la retrouver? La supplier de te pardonner en personne. Les femmes ont le cœur tendre. Si tu pleures un peu. Tais-toi, bon sang. Le rugissement de Philippe Beaumont fit vibrer les verres sur la table. Penses-tu être intouchable? Penses-tu que ton fils est le roi de l'univers? Tu as piétiné cette fille pendant 3 putains d'années, et tu penses que quelques larmes de crocodile la feront pardonner tout par magie? Marguerite, pâle et rougie à la fois de pure honte, trembla, s'effondra sur le canapé et éclata en sanglots, se couvrant le visage de ses mains. Mais elle ne pleurait pas pour Charlotte. Elle pleurait pour elle-même. Je le faisais pour la famille, pour l'entreprise. Comment aurais-je pu savoir que son père était Étienne Dubois? Si elle me l'avait dit, je l'aurais porté sur un piédestal. Elle me l'a caché exprès, et maintenant c'est ma faute. Philippe ne la regarda même pas. Il garda les yeux sur son fils. Un long moment passa avant qu'il ne prononce ces derniers mots. La plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie n'a pas été de mettre cette putain de maison en ordre. Ta mère crachait son venin et j'ai regardé ailleurs. Tu as fait le con et agi comme une ordure et j'ai fait semblant que rien ne se passait. Cette fille est entrée dans notre maison il y a 3 ans et je ne lui ai jamais demandé si elle avait mangé. La dette que notre famille doit à cette fille. Nous ne pourrions pas la rembourser si nous vivions 100 ans. Jean-Luc ne dit rien. Ses yeux étaient fixés sur la copie de l'accord de divorce posé sur la table basse. C'était le document que les avocats de Sinclair Holdings lui avaient envoyé par coursier à l'aube. 13 pages. Il les avait lus du début à la fin. Chaque page était un couteau tournant dans une plaie. Sur la 3e page se trouvait un nombre. Il avait dû le lire 3 fois pour le croire. Il représentait 12% de la valorisation totale actuelle de Caldwell Construction multipliée par 3. Sur la 4e page se trouvait un inventaire de 7 bijoux. Chaque article était répertorié avec son numéro de série, une photographie et une évaluation officielle. Les boucles d'oreilles en perles seules étaient évaluées à $150 000. $150 000. Il se souvint de Béatrice les exhibant sous son nez. Et il se souvint de sa mère fouillant la boîte à bijoux de Charlotte, se moquant, tu ne portes jamais ces choses de toute façon. Laisse quelqu'un qui les apprécie vraiment les utiliser. Sur la 5e page se trouvait un journal méticuleusement détaillé des preuves de son infidélité pendant le mariage. Date, lieu, capture d'écran de caméra de sécurité, relevé d'hôtel, chaque instance documentée à la minute près. Soudain, il se rappela un détail de leur nuit de noces. Il était parti en catastrophe, prétendant avoir reçu un appel urgent. À son retour, Charlotte était toujours assise sur le bord du lit. La lampe sur la table de chevet était toujours allumée. « Pourquoi es-tu encore éveillé ?» lui avait-il demandé. « Je t'attendais. » Elle lui avait légèrement souri.
Ne m'attends pas, lui avait-il dit. Ne m'attends plus jamais. Elle avait hoché la tête et dit, d'accord. Et à partir de ce jour, elle ne l'avait vraiment plus jamais attendu. Chaque soir, quand il rentrait à la maison, les lumières du salon étaient éteintes. La seule chose qui brûlait était une petite veilleuse sur sa table de chevet. Elle dormait, recroquevillée à côté de cette faible lueur, face à la fenêtre, le dos à la porte. Il n'avait jamais prêté attention à cette lumière. Maintenant, il comprenait que ce n'était pas juste une lampe. C'était la preuve qu'elle était restée éveillée pour lui. Chaque nuit où cette lumière était allumée, elle criait « Je t'attends ». Et chaque matin où elle s'éteignait, cela signifiait « Tu n'en vaux pas la peine ». Ce matin-là même, Jean-Luc a acheté un billet d'avion pour San Diego. Il n'a rien dit à personne. Il a quitté la maison à 3 heures du matin avec une seule valise et s'est rendu seul à O'Hare. En quittant son quartier chic, son esprit a vagabondé vers ce restaurant délabré de Cicero, où il l'avait emmené pour leur premier rendez-vous. Il avait fermé il y a des années. Une enseigne à louer fanée flottait au vent contre les grilles métalliques abaissées. Il s'est souvenu de ce jour. Elle était assise en face de lui, mangeant un burger gras et bon marché, souriant et disant « C'est tellement bon ». Il avait alors pensé qu'elle était une femme facile à satisfaire. Maintenant, il réalisait que ce n'était pas parce que le burger était bon. C'était parce que quand elle était avec lui, même un simple fast-food bon marché avait un goût de repas étoilé Michelin pour elle. Et lui-même avait jeté cette femme, la femme qui pensait que tout avec lui était divin, dans la rue, l'abandonnant à la pluie et au vent, ne lui laissant même pas un manteau pour se réchauffer. L'avion a atterri à San Diego à 9 heures du matin, heure locale. Il est sorti du terminal, a levé les yeux vers le ciel d'un bleu impossible, et a ressenti une vague de vertige. Chicago était sous l'emprise de l'hiver, mais ici dans le sud, on se serait cru en été. Elle était restée dans le vent glacial de décembre dans une robe fine alors que lui ressentait actuellement un froid terrifiant pénétrant tout son corps malgré le soleil. Il a pris un taxi et a montré au chauffeur l'adresse que la secrétaire d'Étienne Dubois lui avait transmise. Sa mère, Marguerite, la lui avait envoyée par SMS avec 3 messages remplis de points d'exclamation. Trouve-la. Fais tout ce qu'il faut. Supplie-la. Pleure si tu dois. Promets-lui tout ce que nous possédons juste pour la récupérer. Jean-Luc a vu les messages mais n'a pas répondu. Il a entré l'adresse dans son GPS, a fermé son application de messagerie, s'est appuyé contre le siège et a regardé la ville baignée de soleil. Les rues étaient bordées de palmiers, d'architecture coloniale espagnole et de balcons débordant de fleurs éclatantes. Une ville détendue, vibrante et paisible, un contraste frappant avec le désert désolé qui creusait actuellement sa poitrine. Le taxi s'arrêta devant un petit hôtel-boutique élégant. Il entra dans le hall. L'éclairage était chaud et accueillant. Il se rappela soudain que Charlotte détestait l'obscurité. C'est pourquoi elle laissait toujours cette petite veilleuse sur sa table de chevet. Pendant 3 ans, elle lui avait laissé une lumière allumée. Et pas une seule fois, il ne s'était arrêté pour la regarder. Il s'approcha de la réception. « Excusez-moi, je cherche une cliente. » Son nom est Charlotte Dubois. La concierge leva les yeux et l'étudia quelques secondes. L'homme avait l'air pitoyable. Sa chemise était froissée, ses yeux injectés de sang et il sentait le désespoir pur d'une nuit sans sommeil dans un avion. L'employé hésita un instant, puis secoua la tête avec une politesse exercée. « Je suis désolé, monsieur. Conformément à la politique de l'hôtel, nous ne pouvons pas fournir d'informations sur nos clients. » Jean-Luc ouvrit la bouche pour discuter, mais ravala ses mots. Il savait que faire une scène était inutile. Il se retourna, traîna les pieds jusqu'à un canapé dans le coin du hall et s'assit, posant ses coudes sur ses genoux et enfouissant son visage dans ses mains. Il ressemblait à une gargouille abandonnée. Les heures passèrent, 8, 9, 10 heures. L'hôtel s'anima. Des clients roulaient des valises sur le sol. Des touristes buvaient du café au petit déjeuner. Des familles se dirigeaient vers la plage. Personne ne prêta attention à l'homme dans le coin qui s'effondrait. À 10h30, l'ascenseur tinta. Ce n'était pas l'ascenseur principal des passagers, mais un ascenseur privé pour les suites. La porte s'ouvrit et une femme en sortit. Au moment où Jean-Luc leva les yeux et la vit, tout son corps se transforma en pierre. C'était Charlotte. Mais en même temps, ce n'était pas la Charlotte qu'il connaissait.
Elle portait un pantalon ample de couleur crème et une blouse en soie bleu ciel. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche et sans effort. Elle ne portait pas la moindre once de maquillage. Sous le soleil du sud, sa peau rayonnait d'un éclat naturel et sain. Sur son épaule était suspendu un sac fourre-tout en toile d'où dépassait une baguette fraîche et un bouquet de lavande enveloppé dans du papier craft marron. Elle était magnifique, si incroyablement belle que Jean-Luc faillit ne pas la reconnaître. Dans ses souvenirs, Charlotte était une ombre vêtue de couleur terne qui se blottissait dans un coin du canapé de leur salon à Chicago, essayant de ne gêner personne. Elle ne riait jamais fort en sa présence. Ne lui disait jamais « Je me sens si heureuse aujourd'hui ». Ne se plaignait jamais de rien. Ne réclamait jamais que ses caprices soient satisfaits. Il ne l'avait jamais vue comme ça. Libre, détendue, rayonnante, sentant le pain frais, les fleurs et le soleil. Dans quel enfer l'avait-il enfermée pendant 3 ans? Il le réalisa enfin vraiment. Charlotte sortit de l'ascenseur et fit quelques pas vers l'entrée principale. Puis elle s'arrêta et le regarda. Jean-Luc se leva du canapé. Ses articulations semblaient hurler de rouille. Il fit 2 pas maladroits vers elle, ses lèvres sèches bougeant. Sa gorge, rude comme du papier de verre, laissa échapper un son craqué. Charlotte. Elle le regarda, sans dire un mot, sans reculer. Elle resta immobile, tenant son sac de course, son expression aussi calme que la surface d'un lac tranquille. « Tu as l'air d'avoir veillé toute la nuit, dit-elle. Son ton était aussi insignifiant que si elle demandait l'heure à un inconnu dans la rue. « As-tu pris ton petit déjeuner ?» Jean-Luc était abasourdi. Il s'attendait à ce qu'elle lui crie dessus, l'insulte, qu'elle se retourne et lui dise d'aller pourrir en enfer. Pendant le vol, il avait imaginé 1000 scénarios apocalyptiques, mais il n'avait jamais imaginé que la première chose qu'elle demanderait serait s'il avait pris son petit déjeuner. Non, non, alors assieds-toi. Charlotte désigna l'une des tables du café de l'hôtel et s'assit elle-même. Jean-Luc s'approcha comme un robot et s'assit en face d'elle. Un serveur apporta le café qu'elle avait commandé et une assiette de toast. Charlotte prit une gorgée de son café et lui tendit l'assiette de toast. Mange. Jean-Luc fixa le toast. Une énorme boule était coincée dans sa gorge. Il prit un morceau de pain et le mordit, mâchant pendant ce qui lui sembla une éternité avant de parvenir à l'avaler. Le pain était frais, mais pour lui, il avait un goût de cendre. « Charlotte, je suis tellement désolé. » Il finit par forcer les mots. Sa voix était si faible qu'elle fut presque étouffée par la musique d'ambiance de l'hôtel. Elle posa sa tasse sur sa soucoupe et le fixa d'un regard clair. « Désolé, pourquoi exactement ? » Tout. Jean-Luc laissa tomber le toast, posa ses 2 mains sur la table et entrelaça ses doigts, les serrant si fort que ses phalanges blanchirent. « Je t'ai jeté dans la rue hier soir. J'ai été un salaud en t'ignorant ces 3 dernières années. J'ai été un salaud. Tout ce que Béatrice a dit et fait derrière mon dos et mon incapacité à l'arrêter. C'est ma putain de faute. » Charlotte l'interrompit. Elle écarta sa tasse, prit une serviette en lin et tapota poliment les coins de sa bouche. Chaque mouvement rayonnait d'une telle élégance et d'un tel calme que Jean-Luc eut l'impression de faire face à une parfaite inconnue. « Penses-tu que je t'ai demandé de t'asseoir pour écouter tes excuses ?» Les lèvres de Jean-Luc tremblèrent, mais il ne put émettre un son. « J'accepte tes excuses. » Charlotte plia la serviette parfaitement en 2. « Mais la note pour ce que tu me dois au cours des 3 dernières années n'est pas réglée avec le mot « désolé ». Elle plongea la main dans son sac en toile, en sortit une épaisse enveloppe craft et la poussa sur la table vers lui. « Ouvre-la. » Jean-Luc fixa l'enveloppe. Son pouls tremblait si violemment qu'il pouvait à peine ouvrir le rabat. Il sortit une pile de documents. Au-dessus se trouvait l'accord de divorce. Dans le coin inférieur droit, la signature impeccable de Charlotte Dubois était déjà apposée. En dessous se trouvaient des centaines de pages de relevés bancaires, de divulgations financières et de rapports d'évaluation officiels. « Lis-le attentivement, » dit Charlotte, se penchant en arrière dans sa chaise, posant un bras sur la table avec le même ton qu'un PDG utilise pour présenter un rapport trimestriel sur les résultats. Quant à la division des actifs, mes avocats ont tout détaillé très clairement. Pour résumer, il y a 3 choses. Jean-Luc la regarda, serrant les papiers qui glissaient de ses mains moites. Premièrement, chaque bijou que ma défunte mère m'a laissé, y compris les boucles d'oreilles que Béatrice portait au gala hier soir, doit être rendu dans les 3 jours.
si ne serait-ce qu'une seule pièce manque, mon équipe juridique vous poursuivra pour sa valeur marchande actuelle, plus des dommages-intérêts punitifs multipliés par 3. Et quant à votre secrétaire, mon équipe juridique dépose une plainte civile dévastatrice contre elle pour détournement et appropriation illicite d'actifs. Nous avons les images de sécurité. Le temps que mes avocats en aient fini avec elle, elle sera en faillite et blacklistée de tous les bureaux d'entreprise de Chicago. Elle fit une pause pour prendre une autre gorgée de café. Mes avocats l'ont discrètement rédigé pendant un mois. Hier soir, ce n'était que le coup de pouce final dont j'avais besoin pour le signer. Deuxièmement, les investissements providentiels que j'ai injectés dans Caldwell Construction n'étaient pas des dons. Ils étaient structurés par l'intermédiaire de sociétés écrans sous forme de notes convertibles. Étant donné que Sinclair Holdings a rompu publiquement ses liens avec vous hier soir, votre entreprise est maintenant en défaut technique sur ses clauses financières. Mon équipe juridique déclenche officiellement la conversion immédiate de ces notes aujourd'hui. Je prends 51% du capital de votre entreprise. Jean-Luc feuilleta les pages et revit le chiffre. Son visage avait la couleur de la nappe. Cela équivalait à 12% de la valeur totale de Caldwell Construction multipliée par 3. Je ne peux pas. Je ne peux pas payer ça. Peu importe si vous ne pouvez pas payer. C'est bon. Elle termina sa phrase avec un détachement glacial. Je peux juste garder le capital. Avec ce pourcentage, j'exige un siège au conseil d'administration. Alors, Monsieur Beaumont, n'oubliez pas de me laisser une chaise vide lors de votre prochaine réunion du conseil. Jean-Luc resta là, bouche ouverte, entièrement muet. Il n'était pas paralysé par l'argent. Il était terrifié par la façon dont elle lui parlait. Elle était assise devant lui, impeccable, polie, invulnérable, comme si elle négociait les termes d'un contrat avec un fournisseur ordinaire. Il n'y avait aucune haine dans ses yeux, mais il n'y avait pas non plus la moindre étincelle d'amour, juste une détermination glaciale à lui faire payer jusqu'au dernier centime tout ce qu'il devait. Et troisièmement, Charlotte se leva et regarda le chèque posé sur la table. Elle ouvrit son sac à main, en sortit un billet de $5 et le plaça à côté de l'assiette. Votre mère m'a pris beaucoup de choses, pas seulement ses boucles d'oreilles en perles. L'inventaire complet se trouve en annexe à la page 4. Les bijoux qu'elle a pris, les pièces qu'elle a offertes, celles qu'elle a perdues, cet article au total. C'était des cadeaux de ma mère. Cette pièce d'une valeur marchande d'un peu plus de $400 000. Je n'exigerai pas de multiplicateur pour celle-ci. Payez-moi simplement leur valeur estimée. Elle attrapa son sac fourre-tout, ajustant la baguette et le bouquet de lavande, et baissa les yeux sur l'homme qui se recroquevillait sur sa chaise. Au cours des 3 dernières années, vous avez prononcé les mots « ne m'attends pas » exactement 312 fois. La voix de Charlotte se réduisit à un murmure que lui seul pouvait entendre. Maintenant, c'est mon tour, Jean-Luc. Elle s'arrêta une fraction de seconde et le regarda droit dans les yeux. Jean-Luc, ne m'attends pas. Sur ce, elle tourna les talons et se dirigea vers la sortie. Ses sandales plates en cuir claquaient avec assurance et fermeté sur le sol de marbre du hall, sans jamais fléchir d'1 millimètre. Jean-Luc se leva violemment, essayant de la poursuivre, mais ses pieds semblaient boulonnés au sol par des vis invisibles. Il baissa les yeux vers les papiers du divorce sur la table. Sa signature était là, écrite proprement et avec une telle force qu'elle faillit déchirer le papier. En fixant cette encre, Jean-Luc comprit enfin l'ampleur colossale de sa propre insuffisance pathétique en tant qu'être humain. Le temps qu'il parvienne à sortir en trébuchant des portes d'entrée de l'hôtel, la Porsche blanche de Thibault avait déjà fusionné avec le flot de circulation sur l'autoroute côtière baignée de soleil. Charlotte était assise sur le siège passager, sa vitre baissée. Le vent fouettait ses cheveux lâches autour de son visage. Elle se tourna vers le conducteur pour dire quelque chose et un sourire large et brillant illumina son visage. Jean-Luc n'avait vu un tel sourire qu'une seule fois, le jour de leur mariage, quand il était enfin arrivé sous la tempête de neige. Mais ce sourire n'avait pas été un sourire de joie. Il avait été un sourire de résignation. Ce qui signifie, eh bien, ça n'a pas d'importance. Il resta là, à l'entrée de l'hôtel. La chaude brise californienne gonflait sa chemise. Il serrait les papiers de divorce froissés et trempés de sueur dans ses mains. La batterie de son téléphone était morte. Mais même s'il fonctionnait, qui diable pouvait-il appeler? S'il appelait Charlotte, elle ne répondrait pas. S'il appelait sa mère, Marguerite ne ferait que crier hystériquement, exigeant qu'il revienne à genoux.
Il se tenait sous le soleil ardent du sud et frissonnait de froid. Des heures plus tard, après avoir erré insensiblement et s'être enregistré dans une chambre d'hôtel 5 étoiles stérile avec vue sur la baie, Jean-Luc Beaumont était assis sur le bord d'un lit king size. Les pages de l'accord de divorce étaient éparpillées sur le couvre-lit. Il tenait un stylo à la main. La pointe planait au-dessus du papier, figée en l'air. Il voulait écrire quelque chose. Il voulait écrire « Pardonne-moi ». Il voulait écrire « Pourrais-tu me donner une autre chance ?» Il voulait écrire « Je jure que je changerai ». Mais finalement, il n'écrivit absolument rien. Parce qu'il avait enfin réalisé la grande vérité. Au cours des 3 dernières années, ce n'est pas qu'il n'avait pas eu de chance. C'est qu'à chaque fois qu'une chance frappait à sa porte, il avait activement choisi de l'écraser sous son talon et de regarder ailleurs. Il jeta le stylo, ramassa les papiers, les fourra dans le tiroir de la table de chevet et éteignit la lumière. Dehors, San Diego brillait de 1000 feux sous son soleil éternel. Mais au fond de lui, il savait que, quelle que soit la luminosité du monde extérieur, la lumière dans sa vie venait de s'éteindre pour toujours. Et la femme qui avait été le phare de son existence, la seule qui avait jamais éclairé son chemin, était actuellement de l'autre côté de la ville, savourant une assiette chaude de rôti de bœuf maison dans une maison pleine de vie, entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Elle n'aurait plus jamais besoin de lui laisser une lampe allumée, car elle était le soleil lui-même, et ce soleil ne le réchaufferait plus jamais.